Le poète. Le poète se souvient de l'avenir. Jean Cocteau, poète dramaturge. L'écriture poétique, parfois, nous absorbe, parce qu'elle dit, avec d'autres mots, des expériences que nous pouvons développer en philosophie ou en physique. Dans la revue de Nexus 2019, entendez bien que 2019 nous aura permis de découvrir, de lire de très nombreux articles pour mieux aborder le sujet que nous développons aujourd'hui. Dans la revue, donc, était interviewé Romuald Le Terrier, que vous avez vu sur le teaser réalisé par David, directeur de production de l'INRES, qui n'est pas là, mais c'est son co-auteur qui est là, nous sommes très heureux. Donc Romuald Le Terrier, chercheur indépendant en ethnobotanique, spécialiste du chamanisme amazonien et des plantes de vision, et Jocelyn Morisson, journaliste scientifique, pour leur livre écrit à 4 mains, Se souvenir du futur, guider son avenir par les synchronicités, et de soutenir la thèse que lorsque l'on considère le hasard en conscience, il devient un allié extraordinaire, car c'est grâce à lui qu'on arrive à créer la réalité. Alors serait-il possible d'accéder à des informations en provenance du futur sous forme de synchronicité? C'est peut-être la magie de ces petits miracles du quotidien qui nous envoient des signes. Vous serez comblés, vous serez épatés. Je vous demande de saluer et d'accueillir Jocelyn Morisson. Merci. Merci Chantal et à toute ton équipe. Merci à vous pour votre présence consciente et réciproquement. Alors, j'ai dû traverser quelques rivières pour arriver jusqu'ici, donc excusez-moi, j'espère ne pas trop laisser de traces d'eau sur la scène. Pour ceux qui vont suivre, ça risque de glisser un peu. Tout d'abord, je vais vous dire un mot de la part de Romuald, donc mon ami et co-auteur, qui a effectivement été programmé sur ce colloque, qui a eu malheureusement un impératif de calendrier, donc il est désolé, il aurait aimé être avec nous aujourd'hui. Mais bon, si vous l'aviez eu, lui, vous ne m'auriez pas moi, ça serait dommage. Ça serait dommage pour moi, peut-être pas pour vous. J'espère que vous aurez l'occasion de l'entendre une autre fois, parce que ça vaut vraiment le coup. Alors effectivement, avec Romuald, on a écrit un livre qui s'appelle Se souvenir du futur, et le but de mon intervention aujourd'hui, c'est d'essayer de partager avec vous les raisons pour lesquelles cette formule, elle n'est pas simplement métaphorique et poétique, mais peut-être qu'on peut la prendre au pied de la lettre. Se souvenir du futur. Donc ça demande d'abandonner certains préjugés que nous avons, certains concepts que nous avons, en particulier sur la notion de temps. Voilà. Donc la synchronicité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je remercie Laurence notamment d'avoir déjà un peu défriché le terrain ce matin, et je pense que de toute façon, vous savez pour la plupart d'entre vous ce qu'est une synchronicité, puisque vous avez dû en vivre souvent, ou parfois, ou bien vous en avez vécu sans le savoir, ou bien vous avez cru en vivre, mais ce n'en était pas vraiment. Hein, c'est un phénomène qui est à la fois relativement banal et qui est aussi potentiellement assez extraordinaire, parce qu'il a des implications assez profondes. Donc dans la petite vidéo de présentation que j'avais fait pour ce colloque sur la page Facebook, j'avais imaginé un exemple très simple qui correspond à une synchronicité du quotidien, disons. Et donc je disais, imaginez que vous êtes en train de conduire en voiture, disons à Paris, et que vous vous interrogez sur votre prochaine destination de vacances. Et alors là, vous hésitez entre 2 destinations possibles. D'une part, la Bretagne, d'autre part, la Côte d'Azur. Alors évidemment, c'est une situation complètement fictive, hein, puisque la question ne se pose pas. C'est évident que c'est la Côte d'Azur. Je me mets dans la peau du Parisien, hein, de l'ex-Parisien que j'ai été. Je suis un Parisien repenti moi-même. Donc vous pensez à votre destination de vacances et vous hésitez entre ces 2 destinations. Et tout à coup, vous réalisez que vous êtes arrêté au feu rouge, derrière un bus, et que sur l'arrière de ce bus, il y a une publicité qui vous saute aux yeux, sur laquelle il est écrit « La Bretagne, ça vous gagne ». Bon.
J'ai bien fait de ne pas travailler dans la pub, hein, vous comprenez pourquoi. Donc vous vous dites, tiens, c'est amusant, c'est une coïncidence. Mais c'est une coïncidence qui vous parle, qui a du sens pour vous, mais ça peut n'être qu'une coïncidence. C'est quelque chose de relativement léger, disons. Sauf que vous vous interrogez justement sur le sens de cette apparition. Est-ce que c'est relié ou est-ce que c'est du pur hasard? Et là, au même moment, à la radio, vous entendez une chanson qui, à nouveau, fait écho à votre interrogation. Vous entendez, par exemple, « Dès que le vent soufflera, je repartira ». Ça évoque à nouveau la Bretagne. Et là, vous vous dites, bon d'accord, là, ça ressemble davantage à ce qu'on peut appeler un signe. Donc en fait, le caractère impressionnant des synchronicités, c'est que souvent, elles se produisent comme ça par série. Et quand ça insiste, disons, là, on peut effectivement se dire que c'est quelque chose qui nous parle. Alors, qu'est-ce qui nous parle? Est-ce que c'est notre ange gardien? Est-ce que c'est notre guide? Est-ce que c'est nous-mêmes dans le futur? Est-ce que c'est Dieu lui-même qui nous parle? Bon, il ne faut pas exagérer non plus, mais en tout cas, il y a du sens. Et Jung, comme vous le savez, qui est le grand psychiatre et psychanalyste suisse qui a proposé ce concept de synchronicité, il insistait donc sur ce lien de sens. C'est-à-dire qu'entre ces deux événements, votre questionnement intérieur, votre interrogation et l'apparition de ces images et de ces sons dans votre réalité physique, matérielle, il n'y a pas de lien de cause. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Mais il y a un lien de sens. Voilà comment Jung définissait donc la synchronicité comme une coïncidence qui est chargée de sens. Donc ça, c'était un peu la définition, disons, étroite qu'il a donnée au phénomène, parce qu'ensuite, il a élargi sa définition en disant que les synchronicités, les phénomènes synchronistiques au sens large, c'était tout ce qui reliait finalement des événements, d'une part dans la psyché, dans la pensée, donc une pensée, une question, une idée, une interrogation, etc., à un événement dans la réalité matérielle, dans la réalité physique. Et donc, ces événements-là étaient des événements synchronistiques. Donc, ce n'étaient pas forcément des événements qui étaient synchrones. C'est-à-dire que ça ne se passait pas forcément au même moment. Donc, il a inclus, en fait, dans sa définition élargie, des phénomènes comme la vision à distance, donc c'est une forme de voyance, comme la prémonition, la voyance aussi ordinaire, comme les rêves prémonitoires et ce genre de choses. Alors, vous le savez peut-être, en fait, ce concept de synchronicité, il a été soufflé à Jung par un grand physicien qui s'appelait Wolfgang Pauli, qui n'était pas n'importe qui, parce qu'il a eu le prix Nobel quand même en 1945, qui était un physicien donc, quantique. Et c'est lui, en fait, Pauli, qui était un de ses patients à l'origine, qui est devenu ensuite un ami, un correspondant pour Jung, qui lui a soufflé ce concept, parce qu'il lui expliquait qu'entre ces deux événements, il ne pouvait pas y avoir de lien de type transfert d'énergie, il ne pouvait pas y avoir de lien physique. C'est pour ça que Jung a proposé cette notion de relation acausale qui est basée sur le sens. Alors, le grand phénomène, la grande synchronicité qui a donné à Jung l'idée de ce concept, quand même, c'est un événement qu'il a vécu avec une patiente et qui est très connue aujourd'hui, qui est un peu l'emblème de la synchronicité, c'est la fameuse synchronicité du scarabée d'or. Alors je vais vous la raconter rapidement, je pense que la plupart d'entre vous en ont déjà entendu parler, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en faire plusieurs lectures finalement. Donc Jung a une patiente en analyse qui est un peu bloquée dans son rationalisme, dans son cartésianisme, et qui n'arrive pas à progresser finalement dans sa cure. Elle est très très mal. Il se trouve qu'ensuite ils vont tomber amoureux, donc tout ira mieux. Mais, donc elle lui raconte en fait au cours d'une séance un rêve qu'elle a fait la veille, et qui est un rêve au cours duquel on lui remet un bijou sculpté avec des pierres précieuses et un bijou d'or qui est un scarabée égyptien. Et donc dans ce rêve, on lui remet ce bijou et elle ne comprend pas pourquoi. Et donc le lendemain, au cours de la séance, au moment même où elle lui raconte ce rêve à Jung, elle lui dit « j'ai rêvé qu'on me remettait un scarabée d'or ». Jung entend un petit tapotement léger à sa vitre derrière de son bureau et il constate qu'un petit scarabée est venu frapper. Il ouvre la fenêtre, il recueille le scarabée qui est un scarabée doré, comme on a un peu partout, j'imagine qu'il y en a ici aussi, et il lui tend le scarabée en disant « votre scarabée, le voici ». Donc la patiente est estomaquée, sidérée, stupéfaite, etc. Et ça va être en fait un point de basculement pour elle dans sa cure, ça va être un déblocage, et à partir de là, sa cure va devenir un succès. Parce que Jung, bien sûr, lui explique toute la symbolique qui est associée à ce bijou,
Le scarabée, dans l'Égypte antique, c'est un symbole de renaissance. Donc c'est un symbole, voilà, après une mort symbolique de renaissance. Et Jung lui explique tout ce contexte donc, culturel autour de ça. Et finalement, la patiente donc, comprend qu'effectivement, elle était en train de mourir à elle-même quelque part et que sa cure n'avançait pas parce qu'elle était, voilà, elle était en train elle était en train de dépérir et elle allait vers une mort symbolique. Et donc là, elle vit une espèce de renaissance. Donc Jung propose à partir de cet événement-là, et d'autres évidemment, mais c'est l'événement qu'on retient comme le plus exemplaire, disons, de créer ce concept, de proposer ce concept de synchronicité. Sauf que là, d'accord, il y a un lien entre cet événement qui est le fait qu'elle raconte son rêve, et puis l'arrivée du scarabée qui sont synchrones. Effectivement, les deux événements sont synchrones. Mais dans cet épisode, il y a trois événements en fait. Il y a le rêve. Il y a le rêve qui date de la veille. Et ce rêve, on peut très bien le considérer comme un rêve prémonitoire. En fait, c'est une autre lecture du même phénomène. On peut très bien dire qu'elle a fait un rêve prémonitoire, c'est-à-dire que la veille, elle a rêvé que symboliquement, elle allait recueillir ce scarabée, qu'on allait lui remettre ce scarabée, et que Jung allait lui expliquer toute la symbolique qui entourait cet animal et ce bijou. Donc on dit qu'elle a fait un rêve prémonitoire. Donc en fait, ça n'explique rien, ça ne fait que déplacer le mystère, si vous voulez. Dire que c'est un rêve prémonitoire ou que c'est une synchronicité, ça ne nous avance pas beaucoup. Alors aujourd'hui, en fait, il y a une nouvelle façon de comprendre ce phénomène de rêve prémonitoire et bien d'autres phénomènes qui sont corrélés, on va voir. Et cette façon de le comprendre, c'est de comprendre qu'en fait, c'est l'événement lui-même du scarabée qui apparaît à la fenêtre qui va agir dans le passé sur le rêve. Donc je vous laisse le temps. C'est ce qu'on appelle, en physique et dans d'autres domaines, mais ce qu'on appelle la rétrocausalité. C'est-à-dire qu'il y a en fait un lien de cause, il y a un lien de cause à effet, mais la cause vient du futur. D'accord ? Donc ça nous demande, pour accepter ce genre de choses, d'abandonner toutes nos idées préconçues sur le temps, sur la nature du temps, sur la flèche du temps, etc. Et il se trouve qu'en physique, il y a beaucoup d'arguments pour justement faire cette remise en cause. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, alors qu'à l'époque de Jung, ce n'était pas le cas. Le concept de rétrocausalité a été proposé par Olivier Costa de Borgard, qui est un grand physicien français, à partir des années 50. Donc à l'époque, ce n'était pas du tout à la mode. Et il n'y avait pas de base expérimentale, il n'y avait pas de base empirique, disons pour ça, ni de base théorique. Mais donc la façon de lire ce phénomène, c'est de dire que le moment où elle est sidérée, où elle est stupéfaite de constater qu'il y a ce scarabée qui apparaît au moment même où elle a raconté son rêve, ça, c'est l'élément qui est déclencheur du rêve. D'accord ? Donc je répète, c'est la cause du rêve. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui s'est établi entre ces deux événements, entre le rêve et l'apparition du scarabée, qui est un lien qui s'établit hors du temps. Donc ce qui suppose aussi d'accepter l'idée qu'il y a quelque chose hors du temps. Donc je remercie les intervenants de ce matin d'avoir déjà suggéré que le temps était possiblement une illusion. Et c'est une idée à laquelle je souscris complètement, d'autant plus qu'on a des grands physiciens aujourd'hui qui nous disent ça. En fait, le temps n'a pas de réalité physique. Le temps correspond à une expérience que nous avons du monde, de la réalité, mais ce n'est pas une donnée fondamentale de l'univers, si vous voulez. Donc voilà, une remise en question assez colossale, hein, je le conçois. Mais par exemple, quelqu'un comme Carlo Rovelli, dont vous avez le livre juste à côté, qui s'appelle « Et si le temps n'existait pas ?» Carlo Rovelli est un des plus grands physiciens actuels, c'est un des pères de la théorie de la gravité quantique à boucle, qui est une théorie concurrente à celle de la théorie des cordes, donc c'est pas n'importe qui. Et il nous dit le temps n'existe pas. Le temps n'a pas de réalité physique fondamentale. Donc le temps est une réalité psychologique, mais n'est pas une réalité physique. C'est-à-dire que dans les équations de la physique quantique, on n'a plus besoin du temps aujourd'hui. On se passe du temps, de la variable temps. Alors nous qui sommes soumis au temps en tant qu'être incarné, évidemment, ça nous est difficile de l'accepter. Mais si on accepte qu'on a une partie de nous-mêmes qui est hors du temps, ça facilite un peu les choses. Alors cette lecture, donc, en termes de rêve prémonitoire et de rétrocausalité, en fait, elle remonte aussi à pas mal d'années, parce que le rêve prémonitoire lui-même a été très étudié
dans la première moitié du XXe siècle. Et il y a notamment un auteur qui s'appelle John William Dunne, qui a écrit en 1927, donc ça ne date pas d'hier, un livre qui s'appelle An Experiment with Time, donc une expérience avec le temps, qui malheureusement n'a jamais été traduit, dans lequel il a consigné tous ses rêves prémonitoires. Il a consigné ses rêves et puis il a été capable de déterminer ensuite que certains étaient prémonitoires. Parce que pour qu'un rêve soit un rêve prémonitoire, il faut plusieurs choses. Il faut que l'événement dont on rêve se réalise ensuite dans la réalité. Et il faut que cet événement, au moment du rêve, existe déjà sous une forme ou une autre, sous forme d'information, quelque part. En tout cas, il faut que ça nous soit accessible pour qu'on puisse en faire le rêve. Et il faut ensuite confronter les deux, donc confronter le contenu du rêve à l'événement qui se produit vraiment dans la réalité. Donc ça fait beaucoup de choses. Et Dunne, lui, a décidé, comme il avait vécu des rêves prémonitoires, qu'il jugeait prémonitoires, il a décidé de consigner scrupuleusement tous ses rêves, et il a établi une théorie à partir de là, et il a publié ce livre qui a eu une influence énorme sur des auteurs du XXe siècle, donc comme Tolkien, comme H.G. Wells, donc l'auteur de La Guerre des Mondes, même comme Nabokov, des gens comme ça. Il y a plusieurs auteurs qui ont été très très influencés par ça. À l'époque, c'était très à la mode. Et donc le livre date de 1927, encore une fois. Et ce qui est intéressant dans la théorie de Dunne, c'est qu'il nous explique qu'en fait, le rêve prémonitoire n'est pas un rêve du futur, mais c'est un rêve de l'expérience que nous allons avoir, nous, personnellement, de l'événement futur. Alors, il y a une subtilité un petit peu délicate à comprendre, donc il faut prendre un exemple, tout simplement. Dunne, donc, en 1902, il est soldat, donc Dunne était un soldat qui est ensuite devenu ingénieur en aéronautique. En 1902, il est stationné en Afrique du Sud, et une nuit, il rêve qu'il se trouve sur une île volcanique qui va exploser. Et dans son rêve, ça lui rappelle l'éruption du Krakatoa qui a eu lieu en 1883 ou quelque chose comme ça, fin du 19e. Et le mécanisme est le même, c'est-à-dire que dans cette éruption, dans cette explosion du Krakatoa, l'eau de mer a pénétré dans la chambre magmatique et a créé une surpression de vapeur qui a fait exploser l'île. Il y a eu des dizaines de milliers de victimes. Et là, il fait le rêve où il se dit la même chose va se passer. Là, maintenant, je suis sur cette île qui va exploser et il va y avoir des tas de victimes. Et en fait, dans son rêve, il a le nombre de 4000 victimes qui lui apparaît plusieurs fois. Donc, il passe le reste de son rêve à essayer de convaincre les autorités d'évacuer les gens de cette île en bateau, etc., pour pas qu'il y ait trop de victimes. Et il y a ce nombre de 4000 victimes qui revient sans cesse. Quelques jours plus tard, il reçoit une liasse de courrier, parce qu'il ne recevait pas le courrier tous les jours. Et dans cette liasse de courrier, il y a un exemplaire du Daily Telegraph, le journal, qui est daté du lendemain de son rêve, donc qu'il reçoit plusieurs jours après. Et sur la une du journal, il y a marqué « Éruption dramatique de la montagne Pelée », donc le volcan de la Martinique. 40 000 victimes potentielles. Et en fait, lui se trompe en lisant. Au lieu de lire 40 000, il lit 4 000, comme dans son rêve. Donc pendant plusieurs jours comme ça, il va répéter ce chiffre de 4 000 à tous ses interlocuteurs pendant ces discussions, jusqu'à plus tard se rendre compte qu'il s'est trompé d'un facteur 10, au moment où il va devoir consigner son rêve pour essayer de rendre les choses très très précises. Donc en fait, ce nombre de 4 000 qui lui est apparu dans le rêve, c'est celui qu'il a mal lu dans le journal. Donc il établit la théorie à partir de cet exemple, mais aussi à partir d'autres exemples. Il n'y a pas que celui-là. Celui-là un peu le plus spectaculaire, si vous voulez. Il établit la théorie que ce dont il a rêvé dans son rêve prémonitoire, ce n'était pas l'événement lui-même, mais l'expérience que lui allait avoir de l'événement, la connaissance qu'il allait avoir de l'événement en lisant cet article de journal. D'accord ? Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça, où en fait, on ne rêve pas de l'événement tel qu'il va avoir lieu vraiment, mais on rêve de l'expérience personnelle que nous, on va avoir de cet événement, de la façon dont on va en prendre connaissance, que ce soit à travers la lecture d'un article de journal ou autre. D'accord ? Donc c'est sur cette base-là qu'il bâtit sa théorie. Et cette théorie, donc à l'époque, ils ne font pas appel au concept de rétrocausalité, mais aujourd'hui, les chercheurs donc, s'appuient là-dessus pour dire qu'on peut très bien considérer que c'est la prise de conscience de cette information
qui informe dans le passé le rêve, qui informe le contenu du rêve, parce qu'il y a un effet de sidération, etc., au moment de la prise de connaissance de l'événement. Voilà, donc j'espère que vous me suivez à peu près. Je vais vous donner quelques arguments pour vous dire que le temps est une illusion, notamment qui viennent de la physique quantique. Aujourd'hui, en physique quantique, on fait des expériences qu'on appelle à choix retardé. Il y a plein d'expériences comme ça qu'on fait depuis pas mal d'années déjà. Et donc, vous savez qu'une particule quantique, ça se présente sous deux formes, soit sous une forme d'onde, qui est étalée dans l'espace, soit sous une forme de corpuscule qui est ponctuelle dans l'espace. Et donc, selon le dispositif expérimental qu'on utilise, la particule, elle va adopter l'un ou l'autre comportement. Simplement, on a fait beaucoup d'expériences qu'on appelle à choix retardé, dans lesquelles il y a deux points de mesure. Et si on modifie en cours d'expérience les conditions de mesure au deuxième point, en fait, ça modifie aussi les conditions de mesure du premier point, même si la particule a déjà franchi le premier point. Donc j'essaye de reformuler. La particule a déjà franchi le premier dispositif de mesure, soit sous une forme d'onde, soit sous une forme de corpuscule. Donc c'est déjà acté en principe. Mais quand on change en cours d'expérience la mesure au niveau du deuxième point, en fait, ça rétroagit sur le comportement de la particule depuis le début. C'est-à-dire que ça l'oblige à changer de comportement. Donc c'est exactement comme si l'information remontait le temps. Alors on parle de quelques fractions de secondes, de millionièmes de seconde, mais la mesure est très précise et on peut montrer sans aucune ambiguïté que le comportement des particules change, donc comme si l'information remontait le temps. Donc ça, on fait l'hypothèse simplement que c'est une façon d'interpréter les choses. Que conclure de ça? Peut-être que non seulement la particule quantique, elle est étalée dans l'espace comme une onde, mais peut-être qu'elle est aussi étalée dans le temps. C'est-à-dire qu'elle existe en même temps un peu dans le passé et un peu dans le futur. Vous voyez? Or, toutes ces particules, c'est ce qui nous compose. Ça compose nos corps. Donc, peut-être que nous-mêmes, nous sommes un peu étalés dans le temps aussi. C'est ce que mon ami Philippe Guillemant, dont il a été question ce matin aussi, appelle l'épaisseur du présent. L'épaisseur du présent, c'est-à-dire que le présent, on peut faire une trouée dans le présent et avoir un temps figé. C'est ce qu'on vit dans les états modifiés de conscience aussi. Bon, on ne va pas mélanger tous les sujets, mais Philippe parle d'épaisseur du présent. J'aime bien cette notion. Dans les expériences de physique quantique aussi, ou de physique tout court, disons même de physique relativiste, on a montré que le temps n'avait pas de valeur de caractère absolu. Encore une fois, par exemple, si vous mesurez le temps au ras du sol avec des horloges atomiques très précises et à 1 mètre de hauteur, eh ben, vous n'aurez pas la même mesure. Parce que le temps, la mesure du temps qu'on fait, dépend de notre position, de notre vitesse, de notre déplacement et de la présence de matière, donc de la gravitation. Donc quand on mesure le temps au ras du sol sur Terre et qu'on le mesure à 1 mètre de hauteur, on a une différence. Et si on la mesure en haut de l'Everest, on a une plus grande différence. D'accord ? Ça reste imperceptible pour nous, mais ça se mesure tout à fait objectivement. Donc Carlo Rovelli, encore une fois, dit que le temps n'a pas de réalité objective, n'a pas de valeur absolue, que c'est quelque chose qui relève de l'expérience psychique, psychologique que nous faisons de la réalité. Donc, ça a des implications extrêmement lourdes. On en a parlé un peu ce matin, mais c'est vrai que on sait que dans les états modifiés de conscience, on sort du temps. On sait que l'expérience d'éveil est une expérience aussi de trouée dans le temps. Donc même un rêve, on sait qu'un rêve qui peut durer quelques minutes peut nous sembler durer des heures, etc. Si vous prenez du LSD, ce que je vous déconseille fortement, il va vous falloir 3 heures pour faire 10 mètres. En tout cas, vous aurez cette sensation. Donc la moindre expérience d'état modifié de conscience modifie notre relation au temps. Dans les expériences de mort imminente, vous le savez aussi, il n'y a pas de notion de temps. Pour la plupart des témoins qui ont vécu une expérience vraiment profonde, le temps était inexistant. Il n'y avait pas de sensation de durée. Donc il y a une durée qui réapparaît au moment du récit, au moment de raconter l'expérience, parce qu'il faut bien faire une chronologie. Mais en réalité, il n'y a pas de durée. Ces phénomènes quantiques pour lesquels on observe que le temps, finalement, que l'information semble remonter le temps, une façon de l'interpréter, là aussi, pour certains chercheurs, c'est de dire qu'il y a une influence
causale, c'est-à-dire qu'en fait c'est la mesure finale de la particule qui agit sur le comportement de la particule depuis le début de l'expérience. Donc c'est une interprétation en termes de finalité. C'est la finalité de l'expérience qui est la cause du comportement de la particule. On a des comportements quantiques aussi dans les systèmes biologiques. Aujourd'hui, on sait que la photosynthèse repose sur des phénomènes quantiques. On sait que la navigation des oiseaux migrateurs, la façon dont ils se repèrent par rapport au champ magnétique, repose sur des phénomènes quantiques. Et donc une façon aussi d'interpréter ces phénomènes-là, par exemple dans la photosynthèse, pour que la photosynthèse soit efficace, et c'est un phénomène qui est il y a un rendement très élevé par rapport, par exemple, à nos panneaux solaires, on n'arrive pas du tout à approcher ce rendement-là. La photosynthèse est très très efficace. Même un seul photon déclenche une réaction. Et donc, pour que le photon trouve le plus rapidement possible son chemin dans le système moléculaire qui va permettre la réaction photosyntétique, le photon, en fait, prend tous les chemins à la fois. C'est pour ça qu'on dit que c'est un comportement quantique. Il est dans un état de superposition. Il emprunte tous les chemins possibles à la fois, ce qui lui permet de trouver le plus rapidement sa destination. Donc là aussi, une façon de l'interpréter, c'est de dire que c'est sa destination elle-même qui influence son comportement et qui lui permet ce rendement du phénomène photosynthétique. Donc voilà, pour vous dire qu'il y a plusieurs phénomènes qu'il est possible d'interpréter de cette façon-là. Je n'insiste pas, il y a aussi des phénomènes quantiques qui sont supposés dans le cerveau, mais aujourd'hui c'est encore très spéculatif. Alors, à part le rêve prémonitoire, il y a d'autres phénomènes aussi qu'on peut interpréter comme ça, et c'est assez spectaculaire, comme par exemple la vision à distance. La vision à distance, qu'est-ce que c'est ? C'est une voyance justement en temps réel. C'est-à-dire que la personne voit ce qui se passe à distance au même moment. Et vous savez sûrement, et Stéphane en a parlé aussi beaucoup, il en a parlé hier soir je crois, donc ça a été étudié par des scientifiques et par des militaires. Ça a été étudié, ça a été utilisé par des militaires pendant des années, parce que sur cette base, on a fait de l'espionnage psychique, pendant la guerre froide en particulier. Donc il y a eu des programmes de recherche qui ont été financés notamment par la CIA, etc., à raison de plusieurs millions de dollars. Sauf que la vision à distance, qu'est-ce que c'est ? On s'est aperçu que quand un voyant faisait une vision à distance, en fait, il avait des meilleurs résultats s'il avait par la suite un feedback, c'est-à-dire qu'on lui disait quelle était la cible. On lui donnait l'information de la cible qu'il devait repérer, décrire, etc. S'il n'y avait pas ce feedback, les résultats étaient moins bons. Donc là aussi, on peut interpréter le phénomène comme lié au fait que c'est le feedback lui-même, c'est le fait d'avoir l'information plus tard qui est la cause de la voyance, qui est la cause du succès de la voyance. D'accord ? Donc ça demande vraiment un effort pour abandonner notre conception linéaire de ce qu'on appelle la flèche du temps. Mais effectivement, si le temps est une illusion, eh bien, c'est plausible. Disons qu'on peut l'interpréter comme ça. Et d'ailleurs, Joe McMonigle, que Stéphane connaît bien, qu'il a interviewé à plusieurs reprises, Joe McMonigle était le premier espion psychique, c'était l'espion psychique 001, je crois. C'était le plus doué des espions psychiques de l'époque de la guerre froide. Et il a fait plusieurs voyances comme ça, et il a expliqué. Je suis attaqué par un scarabée, peut-être. Ça arrive. Je parle de scarabées, il y en a qui apparaissent partout. Il a expliqué que, en fait, quand on lui demandait d'aller voir un site à partir de coordonnées géographiques, on lui donnait des coordonnées géographiques, donc c'était complètement anonyme, il ne pouvait pas savoir ce qu'il allait voir. En fait, il n'avait pas la sensation d'aller sur le site, mais il avait la sensation que, à un certain moment donné, il allait avoir l'information dans le futur de quelle était cette cible, et qu'il avait la sensation de se renvoyer l'information dans le passé, au moment de sa voyance. Donc lui-même interprétait le phénomène dans ces termes-là, si vous voulez. Donc le phénomène de vision à distance peut être interprété comme ça en termes de rétrocausalité. Le phénomène de télépathie aussi. Quand il y a un échange télépathique entre des personnes, on peut très bien considérer que c'est parce que plus tard, ils vont se confirmer l'information ou quelque chose comme ça. Bon, je n'entre pas dans les détails parce que le temps, malgré tout, bien qu'il soit une illusion, il file. Le phénomène de déjà-vu, c'est peut-être un phénomène de pas encore vu, mais à venir. Voyez, donc on peut réinterpréter en fait tout un tas de phénomènes à la lumière de cette grille de lecture, disons. Alors quel rapport avec les synchronicités ? La synchronicité, c'est la même chose.
puisque je vous ai donné l'exemple du rêve prémonitoire du scarabée. Donc. Mais selon Philippe Guillemant, et c'est aussi la thèse qu'on développe dans Ce souvenir du futur, les synchronicités pourraient être des signes que nous envoie notre futur quand nous bifurquons en fait de lignes temporelles. Pour Philippe Guillemant, nous sommes sur une ligne de temps. Mais à chaque instant, nous avons un futur qui est déjà là, qui est déjà en partie matérialisé, qui est déjà en partie densifié, si vous voulez. Donc notre conscience est comme une tête de lecture sur cette ligne de temps, d'accord ? Mais notre futur existe déjà. On peut le concevoir en se disant que de toute façon, le monde ne peut pas se créer en temps réel. Il ne peut pas y avoir un front du présent au cours duquel le monde se crée en permanence, si vous voulez. Donc il faut que le futur existe déjà d'une certaine manière. Par exemple, d'ici 10 minutes, notre futur probable à tous, futur collectif, le plus probable, c'est que nous soyons encore tous là, que vous soyez en train de m'écouter. C'est le futur le plus probable, on va dire. Mais il peut se passer plein de choses. Je peux partir en courant, vous pouvez partir en courant, on peut prendre une météorite sur le coin de la figure, il peut y avoir une invasion d'aliens, de zombies, tout peut se passer. On a une multitude de futurs possibles qui sont des futurs superposés, si vous voulez, comme des futurs quantiques en fait. Donc on a un futur probable, plus probable que les autres, et une multitude de futurs possibles. Et comment faire changer notre futur ? Eh bien, c'est ce qu'on développe dans le livre, sur la base des propositions théoriques de Philippe. On peut faire changer notre futur sur la base de nos intentions. Nos intentions qui viennent du bon endroit, c'est-à-dire non pas de là, mais de là. Nos intentions qui viennent du cœur, avec des qualités d'âme, on va dire, comme le détachement, la confiance qui est le vrai sens du mot foi. La foi, ça ne veut pas dire croyance, ça veut dire confiance et fidélité, si on prend les étymologies. Donc sur la base de la confiance, sur la base du détachement, sur la base d'un lâcher-prise, nos intentions peuvent nous permettre de faire bifurquer nos lignes de temps. Et encore une fois, il y a beaucoup d'exemples qui permettent d'illustrer ça. Ce n'est pas purement théorique, il y a une base empirique. En fait, Romuald Le Terrier, il a découvert ça auprès des chamans en Amazonie. Il a fait nombreux voyages en Amazonie péruvienne, et les chamans lui ont enseigné ce qu'ils appelaient, eux, une science des signes. C'est-à-dire que pour eux, c'est complètement normal, et on retrouve ça dans les chamanismes du monde entier, me semble-t-il. Ce matin, on a parlé du temps du rêve aussi avec Laurence. Beaucoup de chamans, beaucoup de peuplades, de peuples racines, peuples premiers, utilisent leur vision, leur rêve, pour avoir des chasses qui soient productives, par exemple, pour savoir ce qu'ils doivent faire pour la préservation de la communauté. Donc, les aborigènes travaillent avec leurs rêves en permanence, qui sont des informations qui leur viennent, mais ce sont des informations qui leur viennent du futur, notamment. En tout cas, c'est une dimension qui est hors du temps. Donc Romuald, par exemple, quand il était en Amazonie péruvienne, une nuit, il fait un rêve. Il rêve qu'il voit une panthère noire ou un jaguar, je ne sais plus trop, qui a sa patte posée sur un tas de pièces d'or. Et donc cette image le frappe, et il est en pleine jungle à ce moment-là. Donc il garde cette image en tête, il garde cette image dans sa conscience. Quelques jours plus tard, il se retrouve en milieu urbain, à Pucallpa, donc il est en zone urbaine, et parce qu'ils doivent aller faire des provisions, j'imagine, et d'un seul coup, il tombe sur une affiche immense, qui est une affiche pour une banque péruvienne, qui figure une panthère noire avec la patte posée sur un trésor. Sous-entendu, vos économies sont en sûreté avec nous. Et donc, au moment où il voit cette image, forcément, il repense à son rêve. Mais lui, à l'époque, il n'a pas fait ce travail-là. Il s'en est rendu compte plus tard, en rentrant en France et en travaillant avec Philippe Guillemant notamment. Mais le chaman lui a dit que c'était comme ça que ça se passait. Pour le chaman, c'était comme ça que ça se passait. C'est-à-dire qu'au moment où il était sidéré par l'image de l'affiche publicitaire, au moment où il prenait conscience de cette image, il repensait à son rêve, et ce faisant, il créait une boucle temporelle avec son rêve, et c'était ça qui modelait l'information de son rêve. Et c'est comme ça que son rêve prenait cette forme-là, sous l'influence donc de cet événement du futur. D'accord ? Donc en fait, Romuald, quand il est rentré en France, il a fait le rapprochement, enfin il avait mis ça dans un coin de sa tête, si vous voulez, mais il n'avait pas théorisé ça. C'est quand il a rencontré la physique de la conscience, les expériences de Philippe Guillemant, grâce à un article que j'avais écrit, donc si je peux rendre service, c'est avec plaisir. Je suis content de les avoir fait se rencontrer tous les deux, parce que ça a été très fructueux pour eux d'échanger leur vision des choses. Et il a fait donc ce lien entre
la science venue du fond des âges, du chamanisme, et la science, la physique la plus moderne, disons. Et grâce aussi avec une espèce de fil rouge qui est l'œuvre de Jung, qui est quand même une œuvre monumentale et qui mérite d'être découverte aujourd'hui. Donc il a fait ce lien, et c'est ça qui sert de fond, de trame, si vous voulez, à notre livre Se souvenir du futur. Donc il a décidé en fait de tester ce phénomène pour voir si ça avait vraiment une base solide, tangible, si vous voulez. Il ne voulait pas simplement se contenter de théories. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un petit protocole tout simple, qu'on décrit dans le livre, mais que je peux vous exposer là, pour créer des synchronicités, pour essayer de voir s'il pouvait provoquer en fait le phénomène. Donc il a fait une boîte dans laquelle il a découpé des images d'animaux à partir d'un magazine, parce que les chamans lui ont dit tout ce qui est lié aux animaux correspond à notre cerveau primitif, nous sommes complètement câblés pour percevoir les images d'animaux dans la nature, parce que ça correspond à notre survie, quoi. C'est-à-dire que dans le passé, il fallait être capable de repérer un animal dans la nature, soit pour s'en protéger, soit pour s'en nourrir. D'accord ? Donc les animaux, c'est une bonne base. Donc il a créé une boîte dans laquelle il a découpé 50 photos d'animaux. Et il a créé une deuxième boîte dans laquelle il a mis sur des petits morceaux de papier des noms de symboles et d'archétypes. Donc il a pris ça dans un dictionnaire de symboles. On lui pose toujours la question, mais c'est quoi la liste des archétypes? Il n'y a pas de liste, il suffit de choisir soi-même des symboles qui nous parlent. Donc le cristal, la pierre, la lune, le soleil, les archétypes comme la mère, le père, l'enfant, le vieux sage, etc. Les archétypes jungiens, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, tout ce qui vous parle en termes de symboles, les pierres précieuses, etc. Et donc vous faites deux boîtes. Et donc le principe du protocole consiste simplement à tirer en même temps, successivement, une image d'animal et un symbole. Et d'associer ce tirage-là avec l'intention qu'une synchronicité se produise qui associe les deux éléments. Donc vous voyez qu'en associant les deux éléments, on réduit en fait les probabilités qu'une synchronicité survienne comme ça, sans que ce soit une vraie synchronicité. Disons que ça limite les chances. Si vous tirez une image de chat, il y a des chances que vous voyez un chat passer dans les heures qui suivent, donc ça n'a aucun sens. Alors son premier tirage, qu'est-ce que c'est? En fait, comme il a fait ça assez maladroitement, il tire par erreur deux animaux. Il tire le rat et le hérisson. Et dans la boîte des symboles, il tire le cristal. Donc il dit OK, il note ça dans son cahier, et il pose l'intention qu'une synchronicité associe ces éléments-là, mais enfin il écarte le hérisson parce qu'il a d'abord tiré le rat, dans les quelques jours qui viennent. Donc voilà. Or, 3 heures après, il se retrouve devant sa télévision, et en prenant sa télécommande, elle tombe par terre, elle lui échappe des mains et elle zappe. Et là, il tombe sur une chaîne de jeux vidéo qu'il ne regarde jamais, et qu'est-ce qu'il voit apparaître à l'écran? Un énorme rat avec des piquants en forme de cristal qui font qu'il a l'apparence d'un hérisson. Donc les trois éléments, en fait, les trois éléments qui sont rentrés dans sa conscience, comme il dit, apparaissent à l'écran. Donc il est bien sûr très surpris, très étonné de ça, mais c'est une première expérience, on ne peut pas en tirer des conclusions évidemment. Donc il va réitérer ça plusieurs dizaines de fois en fait, et à chaque fois il va avoir des résultats. Et ensuite il l'a aussi mis en place dans des ateliers dans lesquels il y a aussi des résultats. Donc ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups, peut-être pas pour tout le monde non plus, mais il y a beaucoup de témoignages sur le fait que ça marche. J'ai une amie là qui m'a dit que récemment elle avait sélectionné un paon, l'animal le paon, et la pierre. Et puis elle était là, elle cherchait partout, mais où il est ce paon? Elle ne voyait pas de paon. Et la semaine dernière, elle était en stage dans Paris, au Parc Floral, mais dans Paris, pour un stage de constellation familiale ou quelque chose comme ça. Et derrière la vitre, sur des dalles de pierre, un paon. Donc, en fait, quelques heures avant, elle était en train de lire le livre et elle était au chapitre où on disait qu'il fallait lâcher prise. C'est-à-dire qu'il fallait ne pas chercher la synchronicité, ne pas vouloir la trouver à tout prix, mais laisser le phénomène se produire naturellement. Et au moment où elle a accepté ça, a accepté d'abandonner en fait, parce qu'on a tendance à vouloir forcer les choses, eh bien le paon est apparu, si vous voulez. Donc c'est assez amusant. Le deuxième tirage que fait Romuald, donc de mémoire, c'est il tire comme animal, il tire un ours noir à collier. Donc c'est un ours noir du Tibet, très particulier, avec une trace blanche sur la poitrine. Ours noir à collier. Et dans les symboles, il tire l'océan.
Donc il oublie, il pense à autre chose, il part faire la vaisselle ou quelque chose comme ça, et il entend sa télévision qui marche dans l'autre pièce quelques heures plus tard ou le lendemain, je ne sais plus, peu importe, et il entend « Je connais ton amour pour l'océan ». Donc ça fait tilt, effectivement, océan, c'est son symbole. Donc il va voir ce qui se passe à la télé, et là il tombe sur le film La famille Adams. Dans cette scène de la famille Adams, donc il y a les deux personnages qui sont là, il y en a un qui dit à l'autre donc je connais ton amour pour l'océan, et qui sont en train de naviguer sur un bateau, sur une espèce de rivière souterraine. Et voilà. Et ils arrivent dans un endroit où il y a ce qu'on appelle un cabinet de curiosité, c'est-à-dire une pièce dans laquelle il y a tout un tas d'objets hétéroclites bizarres de toutes sortes. Et ils rentrent dans cette pièce, et le premier objet qu'on voit dans cette pièce, c'est un ours noir à collier, empaillé, pleine image, pleine face. Donc il a à nouveau ces deux symboles. Il a son océan et il a son animal. Donc il se dit c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible en fait, ça peut pas être. Et donc il s'interroge, il doute, ce qui est normal, hein, ce qui est sain. Hein, encore une fois, c'est rationnel de mettre ça en doute. Et là, il y a comme une confirmation qui vient dans la synchronicité pour lui dire oui, c'est bien ta synchronicité. Quelle est cette confirmation? Eh bien, c'est que dans ce cabinet de curiosité, il y a une autre image qui est une image qui est emblématique de la synchronicité, puisque c'est une gravure médiévale que vous avez tous vue certainement, qu'on appelle la gravure au pèlerin, qui est une image dans laquelle un homme passe sa tête à travers la voûte du ciel étoilé pour regarder derrière, pour regarder ce qu'il y a derrière le monde en fait. C'est une gravure qui date du Moyen-Âge, donc qui est anonyme, qui a été publiée la première fois dans un livre de Camille Flammarion, et voilà, et qu'on retrouve un peu partout. Et surtout, cette image, elle a servi d'illustration pour la couverture du livre de Jung, qui parlait des synchronicités. Le livre de Jung qui s'appelle Synchronicité et Paracelsica a cette image en couverture. Donc pour Romuald, c'est une confirmation qu'effectivement, ce qu'il vient de vivre juste avant est bien la synchronicité qu'il avait tirée. Donc voilà, donc pour l'instant c'est relativement gratuit parce que qu'est-ce qu'on fait avec ça? On crée des synchronicités juste pour s'amuser? Oui, mais on peut faire mieux que ça. Et c'est ce qu'il propose dans ses ateliers, c'est qu'on peut associer en fait à ce tirage une autre intention. Une intention qui est relative à une problématique personnelle ou professionnelle qu'on peut avoir, à un questionnement pour essayer d'obtenir une réponse. Et là, c'est assez impressionnant aussi parce qu'il y a des témoignages de gens qui n'y croyaient pas, qui ont eu des réponses tout à fait spectaculaires. Donc, je vous donne un exemple. Donc il y avait un homme d'affaires dans un de ses ateliers qui cherchait depuis plusieurs mois un partenaire financier pour développer un business de produits bio. Ça faisait des mois qu'il était bloqué, il ne trouvait pas son partenariat, il avait besoin d'une somme très précise et il n'arrivait pas à avancer sur son projet. Donc il vient à cet atelier un peu avec cette idée-là de débloquer son projet. Et donc c'est un business de produits bio, je le souligne parce qu'il y a un caractère éthique dans la démarche qui est important. C'est-à-dire que si on veut associer des intentions mauvaises, peut-être que ça ne marche pas, pour certaines raisons. Et il semblerait que ça marche si on a une vraie démarche qui, encore une fois, vient du cœur, etc. Bon. En tout cas, ce type fait un tirage, et comme il ne croit pas tellement à la notion de symbole et d'archétype, il choisit de tirer deux animaux. Donc il tire le lion et l'aigle. Bon, ok, et il associe donc ce tirage à une intention qui consiste à dire « je souhaite trouver un partenaire financier pour mon projet », dans les 3 semaines ou un mois qui viennent, etc. Et dans le délai imparti, il reçoit un courrier dont l'entête, la lettre en en-tête, a un logo qui est constitué d'un mélange d'une tête de lion et d'une tête d'aigle. Enfin, bon, il y a le lion et l'aigle qui sont mélangés dans le logo de l'entête de la lettre qu'il reçoit. Et cette lettre, c'est quelqu'un qui lui dit « Cher monsieur, votre projet m'intéresse, je suis prêt à investir telle somme pour vous aider à le développer, et c'est la somme dont il a besoin. » Donc ça fait plaisir. Donc voilà, il y a plusieurs exemples comme ça qu'on donne dans le livre, et Romuald continue à faire des ateliers là-dessus, avec un certain succès. Il en fait très peu parce qu'il ne veut pas que ça devienne une espèce de commerce non plus. Hein. Il veut que ça reste quelque chose de très qualitatif, donc c'est tout à son honneur, mais en tout cas, il y a des résultats, y compris, et peut-être même surtout chez des gens qui sont sceptiques à la base. C'est ça qui est intéressant. Ceux qui y croient le moins, qui ont souvent les résultats les plus spectaculaires. Voilà, donc il me reste quelques minutes.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, j'ai une belle synchronicité à vous raconter. Donc c'est important d'associer cette notion d'intention. Je vais vous raconter un exemple alors là, assez extraordinaire qui montre que la synchronicité, c'est aussi quelque chose qui peut être carrément magique. Il y a un chercheur en parapsychologie qui s'appelle Dean Radin, qui est assez connu et qui est très respecté aux États-Unis, qui a sorti un livre cette année qui s'appelle Real Magic, la vraie magie. Et ce livre vient d'être traduit en français par un de nos amis et ça va sortir en début d'année. Donc la vraie magie. Il a déjà eu plusieurs livres qui ont été traduits, Dean Radin. Donc, je vous conseille de vous y intéresser. Dans ce livre, il raconte une succession de synchronicités qui sont assez stupéfiantes et qui montrent le rôle de l'intention en fait. Donc dans les années 2000, Dean Radin cherche des bureaux pour installer un institut de recherche avec un partenaire, un collaborateur, dans la Silicon Valley, donc dans la région de San Francisco. Et comme c'est l'époque des startups, il y en a partout, etc., ils ont beaucoup de mal à trouver des bureaux. Donc il finit par trouver un bureau dans un immeuble où il y a déjà plusieurs entreprises qui sont installées. Quand il arrive dans cet immeuble pour s'installer, donc dans ce bureau, bureaux et locaux, hein, il voit qu'il y a les plaques des entreprises qui sont en bas de cet immeuble et il y a une plaque qui retient son attention parce que la plaque sur une plaque, il est écrit PsyQuest, donc la quête du psy. Le psy, c'est ce que fait Dean Radin, c'est le psy qui désigne la parapsychologie. Les lettres PSI sont les trois lettres qui désignent la recherche en parapsychologie, le psy. À ne pas confondre avec psy, PSY, d'accord? Donc il voit cette plaque marquée PsyQuest. Il se dit qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible que ce soit un organisme de recherche en parapsychologie parce qu'on se connaît tous, on est vraiment une poignée dans le monde à travailler sur ce sujet, donc ça peut pas être ça. Ça doit être autre chose, ça doit être des initiales qui veulent dire par exemple Personal Service Investigation, c'est-à-dire un truc de détective privé, vous voyez, quelque chose qui n'a rien à voir avec ça. Mais première synchronicité du coup, parce que lui s'installe quand même là-dedans pour faire ça, pour faire du PsyQuest, pour faire la quête du psy en fait. Hein. Donc c'est un premier niveau de synchronicité. Quelques jours plus tard, il change de chemin pour arriver à son bureau, pour découvrir un petit peu les alentours dans son immeuble. Et en fait, en passant par un autre chemin pour arriver à son bureau, il s'aperçoit que la pièce juste avant la sienne, les bureaux juste avant les siens, c'est marqué PsyQuest, laboratoire de recherche. Alors là, il se dit, mais c'est dingue, pourquoi des détectives privés auraient un laboratoire de recherche? Donc ça doit être autre chose. Et là, ce sont des portes vitrées avec les stores qui sont baissés, donc il ne voit personne. Et donc il remise ça dans un coin de sa tête, mais tous les jours suivants, il va essayer de revenir par ce chemin pour essayer de voir ce qui se passe dans ce bureau. Et donc au bout de quelques jours ou quelques semaines, il finit par voir quelqu'un derrière ces portes vitrées. Il s'aperçoit qu'il y a un type au bureau. Donc là, il frappe, il rentre et il dit « Bonjour, je me présente, je suis… » Et là, l'autre lui dit « Oui, vous êtes Dean Radin. » Je sais. Et il voit que le gars, en fait, se décompose. Il a les yeux qui lui sortent de la tête et la mâchoire qui tombe. Donc Dean Radin le regarde comme ça, il lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et le gars lui dit « Mais je sais qui vous êtes parce qu'en fait, ça fait 3 semaines que je fais un rituel magique tibétain pour vous faire apparaître dans ma vie. Pour que vous apparaissiez dans ma vie parce que j'ai besoin de vous pour développer mes recherches, parce que ce que je fais, c'est la même chose que vous. Je fais de la recherche en parapsychologie et j'ai besoin que vous fassiez partie de mon conseil, mon board de conseillers, je ne sais même plus comment on dit, parce que je sais que vous êtes un chercheur réputé dans le domaine, etc. Donc Dean Radin est aussi stupéfait que lui, hein, pour le coup. Donc le gars faisait un rituel magique tibétain qui consistait à dormir 3 heures, et puis ensuite méditer 3 heures, visualiser, c'est basé sur du yoga du rêve, enfin bref, donc c'est des rituels qui sont très anciens. Hein. Et voilà, et donc Dean Radin apparaît dans sa vie. Personne ne pouvait savoir à ce moment-là que Radin était en Californie. Auparavant, il a travaillé dans d'autres États américains. Donc le gars ne savait pas du tout comment le contacter. Il n'avait aucun moyen de le joindre. Et il décide, je vais faire un rituel tibétain, pourquoi pas. Et voilà Dean Radin qui apparaît. Donc vous imaginez la surprise. Et alors, c'est pas terminé parce qu'en fait, Dean Radin, dans ses bureaux, il avait écrit une liste du matériel dont il avait besoin pour faire sa recherche. Et c'était une liste très précise de choses relativement basiques, mais quand même très précises. Donc un certain type de fauteuil, un certain type d'appareil pour isoler la pièce, du matériel informatique, etc. Des choses pour boucher les yeux, des sujets psy, etc., etc. Donc toute une liste
de matériel dont il avait besoin. Et le gars lui dit, moi, je vais vous faire visiter mes locaux si vous voulez. Et en fait, le gars lui fait visiter ses locaux et Radin se rend compte que tout le matériel dont il avait besoin est là, dans cette pièce juste à côté. Et quand il pense à la configuration des lieux, il réalise qu'en fait, tout ça se trouve derrière la cloison de son propre bureau. C'est-à-dire que son bureau est de l'autre côté. Donc au moment en fait, où il a écrit toute cette liste, tout était derrière lui, derrière le mur. Vous voyez, c'était déjà là. Donc ça fait une succession comme ça de 4 ou 5 synchronicités, hein, si on veut. En tout cas, lui, il les appelle comme ça. Mais ça illustre le fait que l'intention et de Radin, qui voulait faire cette recherche, et de ce type, ont finalement convergé vers ce phénomène, et qu'on peut considérer, si on en fait une lecture, encore une fois, rétrocausale, que c'est le moment de la rencontre et puis la collaboration ultérieure qui s'est avérée, qui a créé les conditions de ces synchronicités. Vous voyez, une façon de faire à nouveau l'interprétation du phénomène dans ces termes-là. Donc, pour conclure, parce qu'il ne me reste plus de temps, on peut utiliser ça pour nous, à l'échelle individuelle, pour attirer à nous, on va dire, un meilleur futur, un futur idéal pour nous qui consiste peut-être à se rapprocher du soi, comme on l'a dit ce matin, aller vers notre chemin d'éveil, notre chemin d'évolution spirituelle. Et puis, on peut l'utiliser aussi au niveau collectif pour essayer d'attirer collectivement un meilleur futur pour l'humanité, pour le vivant, pour la Terre, etc. Si on ne le fait pas, c'est inconsciemment qu'on le fait. Si on ne le fait pas consciemment, on le fait inconsciemment. Et inconsciemment, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont nos peurs qui nous dominent et qui attirent tout ça. Et si le monde est dans cet état, semble-t-il, au bord du chaos, au bord de l'explosion, c'est parce que justement, inconsciemment, ce sont nos peurs qui nous dominent et qui attirent à nous un futur chaotique. Donc à nous de reprendre le contrôle en s'appuyant sur ce genre de mécanisme, pourquoi pas. Merci pour votre attention. Merci.